On a une manipulation majeure. Est-ce ça qu'il faut opérer? Ça ressemble pas mal à ça. Les silhouettes d'hommes de Wilkinson en Angleterre et du chandelier des Andes servaient-elles de point de repère extraterrestre? Moi, pour éclairer leur lanterne, chandelier. Les deux trucs sont totalement séparés, totalement différents. Ils servaient de point de référence, ils servaient de point de repère, effectivement, des mécaniques extraterrestres, intra-extra, mais ils servaient de point de référence dans l'astral. Ils ne servaient pas de point de référence au niveau visuel. Donc, c'est pas un phare matériel, c'est plutôt un phare astral, c'est-à-dire qu'il y a différents processus extraterrestres qui sont venus sur le contexte planétaire. Il y a aussi deux races très, très, très différentes au niveau des intraterrestres. Et les individus viennent en fonction de l'évolution des humains, en fonction de certaines choses énergétiques. Et les personnes retrouvaient la planète Terre en fonction des symboles laissés, et ils s'en allaient toujours vers la même région de la planète. C'est comme si, ce n'est pas nécessairement facile à comprendre, mais les différents extraterrestres de l'époque, lorsqu'ils venaient sur la planète Terre, ils considéraient que la planète Terre était surtout et uniquement limitée à la région où ils allaient atterrir. Donc, au niveau des Andes, on avait des extraterrestres particuliers qui y allaient au niveau des Andes, et pour eux, la Terre, c'était les Andes. Alors, on va dire, c'est ridicule, avec une soucoupe volante, il y a un qui a fait le tour pour découvrir que, mais à cette époque, et comme encore souvent aujourd'hui au niveau des surtout au niveau des extraterrestres qui font des petites haltes autour de Ganymède, autour de Vénus, et d'autres petites lunes de grosses planètes, ces personnes-là, lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas la possibilité de découvrir que la Terre elle est ronde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité matérielle de se diriger là où ils voudraient aller, c'est-à-dire qu'ils se dirigent toujours où ils veulent aller, parce qu'ils veulent aller là où ils peuvent aller. Alors à cette époque, quand les extraterrestres arrivaient, ils allaient directement là où le symbole, là où énergétiquement il y avait un appel ondoformique, et ils allaient là. Ils travaillaient avec le peuple qu'il y avait là, et qu'elle repartait, ils repartaient. Tout à fait satisfait d'avoir été sur la Terre. À quoi servait la pyramide de Khéops? Elle n'avait aucune gravure ni de dessin. Servait-elle d'observatoire? Qui étaient les moyens? Les mages et l'étoile de Bethléem. Bon. La pyramide a été construite sous le règne de Khéops, mais elle n'a jamais abrité de tombeau. On a la pyramide de Képhren, de Mykérinos, qui sont aussi tout près, ainsi que le Sphinx, évidemment. La pyramide, elle a été construite pour plusieurs choses. Et c'est assez étonnant à l'époque de considérer qu'on a construit une chose pour plusieurs raisons. Elle était recouverte d'or. Le soleil la frappait de très loin, et à travers le désert, elle servait de lumière. Donc, on pouvait se diriger dans le désert pour retrouver toujours l'endroit où je gisais. La pyramide ainsi que plusieurs murs et d'autres bâtisses de l'époque servaient aussi de barrière contre les vents du sable pour que le sable du désert ne vienne pas totalement recouvrir la région de Gizeh, près du Nil. La pyramide, surtout, ainsi que le Sphinx, ont, tant qu'à être construits, été agencés par des maîtres esséniens, dirigés par un personnage qui a laissé des traces à Babylone, a laissé des traces un peu partout. Le personnage, dans l'Antiquité, était connu, et au niveau de l'ésotérisme, il est connu sous le nom de Hiram Abif. Le personnage en question, un maître architecte, c'est d'ailleurs lui qui va mettre sur pied la franc-maçonnerie, qui sont des architectes. Ils ont des symboles d'outils que les architectes se servent. Francs-maçons, des maçons francs, en réalité, Freemasons, c'est les fils de l'âme libre. Et lorsque Hiram Abif va travailler à la construction de la pyramide et du Sphinx, il va créer en dessous du Sphinx une petite salle initiatique, et surtout dans le Sphinx lui-même, dans l'astral relié aux égrégores du Sphinx, une grande salle initiatique. Et ils feront la même chose, lui et d'autres personnes, au niveau de la pyramide de Khéops. Cette pyramide ainsi que le Sphinx va devenir le plus grand temple avant Alexandrie,
par la suite équitablement égal à Alexandrie, et par la suite, il deviendra un peu plus faible qu'Alexandrie, jusqu'à temps qu'Alexandrie sera détruite. Et on placera à l'intérieur de cela la majorité de toutes les structures d'initiation des 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, pour bâtir des initiés, bâtir des mondes astraux où on pourra placer des chambres, bâtir des régions où on pourra nourrir des personnages importants, en l'occurrence les grands prêtres esséniens, qui seront par la suite immortalisés dans ces chambres, dans ce monde astral créé avec de la matière astrale, par des initiables et des initiés de l'époque. Et ces grands personnages, une fois construits, seront par la suite relibérés, c'est-à-dire qu'on leur donnera une mission, et ils seront appelés FA, frères aînés, par énormément d'humains qui, par la suite, vont dépendre de l'instruction des frères aînés pour leur évolution. Ce personnage, Hiram-Abif, va donc par la suite réapparaître sous le nom de Lazare. Il va réapparaître aussi sous le nom de Christian Rosenkreuz. Il va réapparaître sous le nom de Saint-Germain. Il va réapparaître sous d'autres noms, de façon à diriger les frères aînés, qui vont par la suite être les enseignants majeurs de l'ordre de la Rose-Croix et une grande partie des structures de la franc-maçonnerie. Alors donc, Khéops, etc., et ces régions-là étaient bâties dans le but de structurer dans l'astral des mécaniques qui permettront à des êtres, à des initiés, de maintenir des égrégores astrales non digérés pour que ces personnes-là, ces êtres-là, ces entités-là, dans l'évolution, puissent revenir par la suite dans les descendants réincarnatifs, les aider. Autrement dit, il y a des êtres humains qui descendent et à un moment donné, dans leur descente, ils vont créer des structures astrales pour placer des parties, des mémoires de leur évolution. C'est placé dans le monde astral, dans des régions particulières, dans des temples. Ils continuent à évoluer, se rappelant de certains maîtres. Rendus à un niveau de début d'évolution, ils vont maintenant entrer en contact avec les frères aînés, eux-mêmes, les mémoires de ce qu'ils étaient à l'époque. Et maintenant, ils vont se faire instruire pour qu'ils puissent remonter au niveau des frères aînés, pour par la suite se retrouver totalement comme ils étaient. Mécanique est intéressante, qui est utile à certains faisceaux, qui n'est pas nécessairement essentielle à tous les faisceaux. Bon, qui étaient les mages de l'étoile de Bethléem? Ça va être un peu long à expliquer aussi. On va y revenir. La mort de certaines parties de ce qui habite l'ego par la chirurgie. Est-ce que est-il... Oh, je ne sais pas. Le docteur. Bon. Est-ce que c'est une chirurgie naturelle de l'esprit? Oui. Oui. On peut la technicaliser et on peut s'en servir. On pourrait dire, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas trop pousser encore, parce que l'humain n'a souvent, à cause de son ego, n'a pas suffisamment de patience et de confiance en lui-même pour reconnaître la parole de quelqu'un. La chirurgie astrale peut permettre de faciliter l'évolution d'une personne qui a effectivement une grande manipulation, c'est-à-dire un immense point faible quelque part. Oui. Elle devrait être appliquée par le mental de l'individu sur son propre ego. Ça demande déjà une certaine forme d'évolution. Lorsqu'il y aura suffisamment de mécaniques permettant d'éliminer les karmas, elle pourra être appliquée aussi contre la volonté de certains individus pour les transformer de façon à ce qu'ils cessent d'appartenir à certaines races. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas rendre l'humain intelligent, mais elle pourra annihiler ce qui l'empêche de devenir intelligent. Elle pourra servir d'exorcisme puissant, donc guérir la majorité de tous les problèmes que l'on connaît sous forme de schizophrénie, paranoïa, psychose, névrose, etc. Elle pourra permettre de prendre des individus extrêmement belligérants et totalement éliminer la belligérance chez eux. On ne les codifiera pas pour qu'ils accomplissent des choses, mais ils ne seront plus manipulables par la colère, la haine ou la guerre chez eux. Sauf qu'actuellement, ce n'est pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de structure astrale pour éliminer les karmas. Donc, la majorité des chevaliers, quand on parle de chevalerie planétaire, seront des chirurgiens. Leur épée sera un bistouri, mais d'un ordre autre. Sauf que ce n'est pas encore le temps d'en parler. Et où il y a une problématique lorsqu'on en parle, c'est qu'il y a des égos qui se diraient « Ah oui, ça veut dire que moi, je vais me faire chirurgicaliser n'importe quand sans m'en rendre compte. »
Hein? Pas vous dire non? Sauf que ça ne se fera pas. Si ça l'aurait à se faire, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà donné des séminaires. Non, il y a de l'esthétisme, il y a de l'intelligence. Ça ne sert à rien d'opérer quelqu'un qui n'a pas besoin d'opération. Et on en revient là. Mais là, l'individu qui colore, qui projette l'animal humain dans les nouvelles structures, peut commencer immédiatement à avoir peur. Ah ben ça, c'est son lot. On n'ira même pas le chirurgicaliser pour qu'il ait plus peur. On va le laisser libre. Mais la chirurgie astrale peut servir effectivement très, 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 très loin. On pourrait, un chirurgien astral noir, pourrait facilement manipuler n'importe quel égo planétaire, donc de n'importe quel dirigeant, de n'importe quelle force armée, de n'importe quoi. Et le plus puissant des chirurgiens astrales aura à un moment donné à faire une grande chirurgie dans un gros égo. Quand tu parles de chirurgie planétaire, pas de chirurgie, de chevalerie planétaire, est-ce qu'il y a un lien entre celle qui est du futur, mais qui est actuelle quand même, et celle qui était du passé, quand on parle par exemple des chevaliers de table ronde? C'est la même chose, sauf à des niveaux différents d'ajustement. Les chevaliers de table ronde, ah oui, ce qui est très intéressant, c'est que dernièrement, les archéologues ont découvert la tombe du roi Arthur. Oui. Bon. Alors la légende est très intéressante. On avait déjà la table, il manquait le roi, là, on a le roi. Bon. Mais c'est intéressant. À l'opposé de où on cherchait avant, dans une région où, normalement, il aurait dû accomplir une bataille. Enfin, c'est une région qui était connue de l'ésotérisme, de la légende, pas de l'histoire. Alors, il y a effectivement une grande interrelation entre les deux. Il y a beaucoup, de toute façon, de chevaliers de table ronde qui vont se réincarner, qui se réincarnent déjà, de toute façon, au niveau de ceux qui vont créer les prémices de la chevalerie planétaire. Et, à part, évidemment, l'ajustement au temps, c'est similairement la même chose. En termes énergétiques, surtout. Au niveau christique, au niveau du Graal. Le Graal, c'est l'énergie du Christ, terrestrifiée. Le Graal, maintenant, doit être l'humain qui recevra l'intelligence supramentale. Ce sera de l'énergie christique terrestrifiée, humanisée. Alors, ce ne sera pas une religion, on ne mangera pas le corps du Christ ou on ne boira pas de son sang. On sera le sang et le corps de l'intelligence supramentale. C'est le Graal, mais le vrai. C'est similairement la même chose, et énergétiquement, c'est la même chose, sauf qu'au niveau de la forme, c'est très, très, très près, avec nécessairement, encore une fois, l'ajustement. Les chevaliers de table ronde, est-ce qu'ils ont été les premiers à appliquer une forme d'esthétisme dans l'intelligence qu'ils appliquaient? Ils ont été les premiers à être capables de plagier de l'intelligence qui a du cœur. Ils ont été les premiers capables d'exprimer de l'amour intelligent. Ils ne défendaient pas la veuve et l'orphelin du point de vue psychologique. Eux, pouvaient défendre l'enfant, pouvaient défendre la veuve, mais à l'époque, on visait surtout à avoir une terre unie. Alors, le leitmotiv même d'Arthur était une terre, un roi. Mais à l'époque, une terre, un roi, c'est aussi une planète, un monarque. Bon. Et lorsque il manquait la lance, il y avait en Espagne un château, et dans ce château vivait un bonhomme qui était le roi du Graal. Lui avait une lance. Cette lance, à un moment donné, il lui manquait la coupe. La coupe appartenait à un autre personnage. Et le roi du Graal avait eu la coupe pendant un grand bout de temps. Il l'a perdue à un moment donné, un peu avant de perdre la lance. Par la suite, les chevaliers lui ont ramené la coupe. La lance, on ne l'a jamais revue. Pourquoi? Parce que la lance est un personnage, d'un sorcier du nom de Klingzor, qui est parvenu à voler la lance au roi du Graal. Et là, on va dire, encore une fois, c'est le roi du Graal, comment tu peux perdre la lance? Il a perdu la lance en décidant d'éliminer le sorcier, qui était l'un des points les plus puissants de l'involution à l'époque. Il a blessé le sorcier. Blessant le sorcier, il s'est blessé lui-même dans un côté, donc similaire à la blessure du Nazaréen sur la croix. Par la suite, il a perdu du sang. La cicatrice ne pouvait se refermer. Lancelot, lui, avait l'épée Excalibur, et à un moment donné, l'épée va lui créer la même blessure. Une blessure sur le côté, une blessure qui ne se cicatrisera pas. Il manque quelque chose. Et par la suite, Klingzor, qui est la réincarnation de Tibère et qui est celui qui va engendrer Adolf Hitler, va aller chercher la lance, évidemment, il se rappellera où elle va être placée. Et quand on fait tout le parallèle, nécessairement, on doit comprendre, il y aura une espèce de sorcier noir qui va nécessairement apparaître, mais on doit faire attention, on ne peut pas penser que les événements du passé vont se recréer aujourd'hui.
Maintenant, c'est évident que dans l'essence, au niveau de la forme, parce qu'il y a l'archétype, si les réincarneurs des chevaliers de table ronde sont capables de digérer les chevaliers, il n'y aura pas de chevalerie de table ronde. Non, parce que finalement, ce qu'ils vont juste transposer dans l'avenir, c'est l'énergie, l'esthétisme. Oui. Alors que s'ils se feraient digérer par les chevaliers, alors on revivrait les mêmes événements. Alors, dans un contexte adapté, évidemment. On aurait des événements qui nécessiteraient des guerres physiques, des événements où il y aurait de la dissension, des événements où il y aurait, des choses comme ça. Les chevaliers de table ronde de l'époque, donc une terre, un roi, ce qu'ils voulaient, c'était unifier, pacifier, protéger et alimenter. Ils voulaient un peuple heureux. Et progressivement, le bonheur est apparu, et quand le bonheur est apparu, les chevaliers ont perdu leur raison d'être. Alors, la table ronde servait à faire en sorte de réunir les chevaliers pour que les chevaliers viennent parler de leurs exploits. Mais leurs exploits étaient des exploits bénéfiques. Bon, les chevaliers avaient comme fonction de s'occuper des récoltes. On devait s'arranger pour qu'il y ait des récoltes. Alors, lorsqu'il y avait des peuples trop paresseux, les chevaliers devaient s'arranger avec des armées pour les forcer à cultiver, de façon à ce qu'il n'y ait pas de famine. Ils devaient s'arranger pour distribuer la nourriture s'il y avait des problématiques au niveau des terres de l'époque, qui incluaient nécessairement l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. Et ils avaient des choses à faire. Lorsqu'ils revenaient, ils parlaient de leurs exploits. Lorsqu'il n'y a plus eu d'exploits à faire, les chevaliers n'avaient plus de raison d'être. C'est-à-dire que maintenant, l'humanité avait accompli certaines choses et ces êtres-là devaient passer à une autre étape. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à connaître cette étape-là, qui est l'étape de l'amour intelligent. Et à l'instant où cela a commencé, ils n'ont pas pu supporter l'amour intelligent parce qu'ils n'ont pas fait confiance au Graal. Ils n'ont pas fait confiance à l'énergie christique. Il leur manquait des morceaux, la lance entre autres, et Klingsor s'est arrangé pour prendre Merlin, donc prendre la fée, Viviane, ou prendre la même personne en tant que sorcière, l'anti-homme et la personne homme, et il a travaillé de façon à énergiser certains archétypes, certains égrégores, pour que les individus de la table ronde, les chevaliers, ne puissent pas supporter l'amour intelligent. Donc, de l'intelligence qui est du cœur. L'amour intelligent, ils le supportaient lorsqu'une intelligence qui est du cœur, le phénomène supramental, le Graal, a commencé à descendre chez eux, ça n'a pas fonctionné. Alors, Lancelot était le héros de la reine, donc il était en amour énergétique avec la reine. Arthur est en amour énergétique avec la reine est en amour énergétique avec les deux. Arthur le savait, Lancelot le savait, la reine le savait, personne n'en parlait. Mais à un moment donné, il y a un personnage qui lui aussi le su, tout le monde le savait de toute façon. Sauf qu'il n'y avait pas de problème, c'est un amour qui était beau. Mais un amour qui devenait laid si on en parlait, un amour qui ne pouvait être communiqué, parce que les gens ne pourraient comprendre. Et à un moment donné, il y a un personnage qui a posé la question, pourquoi Lancelot n'est jamais à la table? Quand Lancelot venait à la table, c'était trop évident pour tous les yeux qui étaient là qu'il y avait une synergie à trois. On ne parle pas de relations sexuelles, on parle de synergie à trois. Et à un moment donné, il y a un personnage qui va finir par dire que justement le seigneur Lancelot, donc l'un des plus puissants, celui qu'on a besoin qu'il soit là parce qu'il nous nourrit énergétiquement, il n'est pas là, et ça frustre tout le monde. Alors à un moment donné, il y en a un qui va dire, je ne sais pourquoi, c'est à cause de la reine. Donc il attaque la reine. S'il attaque la reine, Lancelot est son héros, il devrait défendre l'honneur de la reine. Alors il va même finir par dire que la reine, elle a tourné la tête à Lancelot. Et Arthur n'a rien à dire, il le sait, mais il ne peut faire autrement que de dire, si c'est vrai, on va devoir sévir. Et par la suite, ils vont donc s'arranger pour que Lancelot vienne défendre l'honneur de la reine dans un duel à mort. Et celui qui meurt, nécessairement, avait tort. La problématique, c'est que Lancelot a été blessé par Excalibur. Il n'a pas su être transparent dans ce qu'il vivait, et le Graal l'a percé. Blessé, il ne peut pas venir défendre la reine, et c'est là que celui qui est naïf, l'âme naïve, ça se nomme Percival, va apparaître. C'est une personne qu'on ne voit pas, c'est une personne qui, comme qu'on pourrait dire, n'a pas fait le séminaire. Ce n'est pas un chevalier, c'est un écuyer qui a tout du chevalier. Tout ce qui lui manque, c'est l'occasion. L'occasion se présente, alors il se pointe, et finalement, personne ne veut se battre contre le chevalier de la table ronde, trop puissant, trop honorable. Alors Arthur est obligé de faire chevalier, un personnage qui n'a rien à voir. Et il va gagner, parce que Lancelot va venir, et puis on pourra en parler encore longtemps.
L'énergie, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est qu'il y a toute une mécanique où, à un moment donné, l'intelligence vient chez l'individu et l'individu n'a pas ce qu'il faut pour appliquer. S'il n'a pas ce qu'il faut pour appliquer, l'intelligence commence à le mortifier, commence à lui faire mal, elle commence à le manipuler et progressivement, là c'était la tête de l'Angleterre, progressivement les chevaliers ont commencé à décrépir, les armures ont commencé à rouiller, tout s'en allait, la pauvreté est revenue, les famines sont revenues, tout est revenu, le peuple les a détestés. Et quand le peuple rencontrait les chevaliers à l'époque, qui étaient maintenant à la quête du Graal, le peuple disait « Maudissez les chevaliers ». Mais dans quel vocabulaire? On a faim. Depuis quand les chevaliers s'occupent d'alimenter les gens? Ceux-là, oui. Bon, on a froid, c'est la famine, c'est ceci. Puis c'était pas à cause de guerre, il n'y avait pas de guerre. Non, c'est parce que les régents, donc les régnants, ne pouvaient plus régner. Ils avaient perdu quelque chose, c'est-à-dire l'intelligence supramentale, l'intelligence du Christ, qui leur permettait d'être ajustés en avant aux besoins d'une population. Donc, ils ne pouvaient plus réincarner un petit peu d'avenir. Alors, ils ont été à la quête du Graal, ils ont tout perdu. Lancelot a même fini par devenir un paysan. Et Perceval a réussi à trouver le château. Il a rencontré le roi du Graal et il devait guérir le roi du Graal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... On parle de réincarnation. J'ai déjà expliqué à un moment donné dans l'histoire de l'humain que beaucoup de choses historiques apparaissent uniquement pour confirmer les besoins des historiens. La légende, elle est de plus en plus en train de se réincarner. De ce fait, on aura besoin de preuves. Et on découvre maintenant la tombe du roi Arthur. Mais qui s'en soucie depuis des années, la tombe du roi Arthur? Personne. On n'a rien à foutre. Mais maintenant, on vient de découvrir la tombe du roi Arthur. A-t-il existé? N'a-t-il pas existé? Ésotériquement, c'est évident. Scientifiquement, c'était évident. Maintenant, avec la découverte de la tombe, ça incrémente l'énergie et ça vient renforcer le phénomène de descente réincarnationnelle de la chevalerie. Autrement dit, la découverte de la tombe du roi Arthur va être capable astralement de venir énergiser un paquet d'ego de la véracité de ce que certains vont ressentir. Alors que pour certains autres, tombe, pas tombe, on n'avait rien à foutre, on le savait. Mais ça vient placer dans l'astral des structures qui vont permettre plus facilement l'instauration de la chevalerie planétaire. Quand nous posons un geste, nous n'avons pas de libre arbitre. Comment pouvons-nous expliquer le fait que nous posons le geste en question? Explique. Bon, la réponse, ça serait faite le séminaire. Le libre arbitre, ça veut simplement dire être capable d'accomplir une action. Une action veut dire départ. Ça ne provient de rien, ce n'est pas une réaction. Ce n'est pas une réaction, c'est une action. C'est une action, cela veut dire qu'elle n'est motivée par aucun processus. Alors, il y a libre arbitre. Si je décide que je bois de l'eau, c'est parce que j'ai soif, c'est parce que j'ai une soif astrale, c'est parce qu'il y a de l'eau. Quel que soit le mouvement qu'un animal ou qu'un être humain ou qu'une structure mémorielle va faire, c'est continuellement et toujours suite à une mécanique réactionnelle. Il n'y a aucun individu qui a existé ou qui existe présentement qui a de libre arbitre. Alors, si on décide, on reprend la question, quand nous posons un geste, nous n'avons pas de libre arbitre. Comment pouvons-nous expliquer le fait que nous posons le geste? Justement, nous sommes manipulés. Mais quand l'individu dit par qui? Par personne. Et normalement, les égos ont de la difficulté à suivre. Pourquoi? Parce qu'on personnifie, on projette comme on voit ce que nous sommes dans toute la mécanique. Qui décide que la feuille sur la branche d'arbre va bouger? C'est le vent. Qui manipule le vent? Personne. Alors on dira c'est la chaleur et la rotation planétaire. Parfait. Qui manipule la chaleur? C'est le soleil. Qui manipule le soleil? Se manipule les mêmes réactions endothermiques, exothermiques, nucléaires. Qui décide ceci? Encore une fois, rien. Ce sont des mécaniques. Si on prend la planète Terre, là où il y a des déserts, l'air chaud monte. Qui décide que ça monte? C'est une mécanique. Vu que l'air chaud monte, l'air froid vient prendre la place. Qui décide? Mécanique.
D'où vient l'air froid? De chez nous. L'air froid s'en va, courant d'air, vent. La Terre tourne dans un sens, elle tourne beaucoup plus rapidement que l'air étant fluide. Donc, vu qu'elle tourne dans un sens, l'air étant en arrière, nous, on est dessus la Terre, on a toujours un vent. Bon, en plus, il y aura les montagnes, il y aura l'eau. La mer, par exemple, ramasse de la chaleur, la nuit, elle la libère, la journée, elle est plus froide. Et tout ça déstabilise. Mais parce que nous comprenons de plus en plus l'envergure de la mécanique, on arrive à dire mécanique. Donc, prévision météorologique. Quand on parle de l'être humain, c'est aussi compliqué, mais un peu plus d'envergure. Alors, quand on ne le comprend pas complet, on dit que ça n'a pas d'allure, il doit y avoir les barbites quelque part. Vous mangez parce que vous avez faim. Vous vous levez parce que vous êtes couché, parce que vous devez vous lever. « Ah, mais j'ai décidé que je n'avais pas travaillé. Pourquoi? Je n'ai ras le bol. » C'est pour ça que tu as décidé. As-tu décidé est-ce que tu as décidé d'en avoir ras le bol? On peut aller, c'est très très facile. J'ai décidé de donner une claque en pleine face à mon voisin. Pourquoi? Il m'écœure. As-tu décidé qu'il t'écœurait? Oui, j'ai décidé qu'il m'écœurait. Oui, parfait. Rien contre moi. Continue à décider comme ça. Mais tant qu'à pouvoir décider qu'il t'écœure, décide donc de gagner la loterie. Oh, c'est pas pareil. T'as-tu décidé que c'était pas pareil? Il n'y a pas de lébarbitre. Il y a une mécanique. Elle est très très d'envergure. Enfin, je pourrais... À un moment donné, vous pouvez refaire le séminaire que je donne à ceux qui arrivent. Ça ne coûte pas le même prix et c'est extrêmement intéressant souvent de refaire le séminaire parce qu'on apprend peut-être 3 à 4 fois plus au deuxième séminaire qu'au premier séminaire. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup plus d'informations. Alors, il y a un paquet de choses qui viennent juste boucher les petits trous. C'est comme si on apprenait justement 4 fois plus. C'est utile. Et là, on pourrait donc expliquer encore plus facilement, plus clairement. Parle-moi de l'androgynie de l'âme. L'âme est sexuée. Le corps vital est sexué, le corps physique est sexué, le mental est sexué. Le plan supramental n'est pas sexué. Il est androgyne. Lorsque l'être humain est capable d'avoir une fusion, un début de fusion avec le corps supramental, donc avec le dobétérique, androgyne, progressivement, il va vivre un androgyna mental. Le mental va cesser d'être androgyne, d'être sexué. La sexualité et la sexualisation du mental, chez l'homme a un mental extrêmement négatif. C'est-à-dire qu'il a un mental qui ne l'aide pas à foncer, un mental qui ne l'aide pas à avancer, un mental qui a besoin de stimulation féminine pour bouger. La femme a un mental positif. C'est elle qui va inventer l'esthétisme, c'est elle qui va souvent manipuler les hommes pour que les hommes bâtissent, pour que les hommes créent, pour que les hommes fassent la guerre, pour que les hommes colonisent, pour que les hommes aient cherché. Lorsque l'androgyna supramental, lorsque la fusion va commencer, elle commence du haut vers le bas, il y aura une androgyna mentale, où l'homme subitement deviendra suffisamment hétérodiscipliné, donc auto, et la femme sera maintenant capable d'appliquer. Chez beaucoup d'êtres humains, présentement, c'est en train de s'accomplir, chez certains, c'est accompli. Par la suite, il y aura une androgyna astrale, donc de l'âme. Émotivement, la femme, elle a besoin de certaines structures astrales de l'humain. On peut parler d'affection, on peut parler de sécurité, on peut parler de plusieurs choses dans le genre. L'homme, lui, astralement, il est donneur. Il a besoin de donner des ordres, d'être en colère, d'être supérieur, d'être puissant, d'exprimer. Et la femme, elle aimera un mâle puissant, un mâle ceci, un mâle cela. Plus l'évolution avance, plus il y a d'humains qui voient leur âme progressivement devenir aussi androgyne. Lorsqu'il y a fusion entre le dobétérique et le mental et l'âme, ça devient totalement androgyne. Mais au fur et à mesure de la négociation, l'androgyna va apparaître, où la femme sera de plus en plus capable de se supporter elle-même. Elle peut avoir besoin de nourriture astrale, mais elle n'aura pas besoin de la même nourriture astrale que l'humain, une nourriture astrale sexuée. Elle aura besoin, par exemple, astralement, l'homme ou la femme aura besoin de se nourrir astralement d'un homme, d'une femme, d'un enfant, mais ce sera l'individu énergétique qui sera important et non pas le sexe. Et progressivement, il y aura androgyna vitale et il y aura androgyna physique, lorsque l'humain sera totalement immortel. Quelqu'un qui rencontre son âme complémentaire à l'ego paradisier, ce phénomène peut-il avoir à fonctionner si le mental est assez puissant et c'est un mot des mémoires d'intervention, ou si tout ego paradisier empêche de fonctionner et qu'il devient évolutif et non plus évolutif de rencontrer cette personne? Bon.
Probablement, quand on rencontre un âme complémentaire à son ego, les âmes complémentaires sont extrêmement dangereuses à rencontrer, paradis ou non. L'âme complémentaire, c'est ce qui peut permettre, excluant votre mental, la paradisiation céleste de votre âme, de votre ego. C'est exactement comme si quand vous vous êtes réincarné, vous avez été constitué de plusieurs fragments de mémoire. Donc, on peut considérer que vous êtes une âme fragmentée. Lorsque vous vivez, lorsque vous évoluez, une grande partie de la stimulation astrale est uniquement basée sur une seule idée, la partie manquante. Alors, cela va animer votre vie. Et pour recréer la partie manquante, il y aura nécessairement plein de désillusions. Cela va énergiser le plan mental. Et à un moment donné, il y aura des parties qu'on va parvenir à recréer, des parties qu'on va changer pour adapter des morceaux, et il reste encore des parties fragmentées. Trouver son âme sœur, trouver son âme complémentaire, c'est de trouver l'autre partie fragmentée. Mais une âme sœur, non. Il faudrait qu'on rencontre peut-être 15, 20, 30, 40, 50 âmes sœurs pour être complet. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des parties qui vous animent encore pour bouger. Si vous rencontrez l'âme sœur, probablement que vous allez être capable de vous imbriquer. Et cette mécanique-là n'est plus évolutive. Vous ne pourrez plus évoluer. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus la stimulation, là, de bouger. Donc, l'âme qui vient animer n'animera plus à un certain niveau parce qu'il n'y a plus de raison d'animer. Et c'est pourquoi souvent, spirituellement, dans une spiritualité qui est un petit peu basse, c'est-à-dire qui date, on recherche son âme sœur. C'est le paradis, c'est le bonheur. Pour l'âme, c'est vrai. Mais on n'a pas été scindé sur le plan planétaire au niveau des réincarnations uniquement pour pouvoir se payer le luxe de se courir après pour se retrouver à un moment donné. Donc, est-ce que tout ego paradisier empêche de fonctionner et l'ego paradis devient évolutif et non plus évolutif? Un ego paradisier, ça crée certaines problématiques si on n'a pas un mental maître-contrôleur, parce qu'un ego paradisier fait de vous un saint. Un saint, c'est une personne avec un visage sans expression, une espèce de zombie, un mort-vivant, qui parle émotivement, qui ne bouge pas trop. C'est une personne on va lui sur ses vêtements, puis il ne bougera pas. La paradisiation astrale, elle a un inconvénient, c'est que quand le corps astral est paradisié, il retrouve l'état qui prévalait lors de sa naissance, et il s'en va là. C'est lui qui contrôle le corps physique, pas votre mental. Donc, planétairement, vous devenez à peu près totalement inefficace. Vous êtes paradisié, une automobile vous fonce dessus, vous allez mourir. Vous ne bougerez pas, vous allez regarder l'automobile, vous ne souffrirez pas, vous n'aurez pas peur, il n'y aura rien d'astral chez vous. Vous allez vous dire, il faudrait qu'un paf. Vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin. Le corps mental n'est pas encore assez contrôleur, donc problématique. Mais progressivement, on apprend à paradisier un peu, à développer le corps mental, et à un moment donné, le corps mental sera suffisamment être contrôleur qu'il ira paradisier l'astral. Puis là, il y aura le rejet final et total de l'anti-homme, et vous serez drôlement plus efficace. Un véhicule dont il faut toujours recharger la batterie pour qu'il fonctionne est problématique. Je sens le corps physique comme cela. Il fonctionne mieux si je prends des suppléments vitaminiques et beaucoup de sommeil. Vois-tu le fil conducteur qui me permettrait d'aller à la source du problème? La source, elle date de quelques millions d'années. Alors, moi, je suggère qu'on aille plutôt vers la solution. Juste quelques centaines d'années. C'est quand même moins pire, avouons. On peut appliquer des solutions très rapidement. Présentement, là, il y a beaucoup de personnes, sinon la majorité ici présents, qui sont prêts. Il faudra suivre, comprendre certaines mécaniques, appliquer, prendre son corps et bouger. C'est sûr que ce n'est pas qu'une question d'apprendre, il faut mettre à bouger. Alors, un véhicule dont il faut toujours recharger la batterie pour qu'il fonctionne est problématique. Non. Prenons l'exemple d'une automobile. Il faut toujours recharger l'accumulateur pour que ça fonctionne bien. Mais quand l'automobile fonctionne, elle recharge. Il faut mettre de l'essence. Eh oui. Mais c'est préférable de mettre un peu d'essence de temps en temps que de marcher à pied. Un de mes amis disait dernièrement à un fermier, on était bien mieux dans le bon vieux temps avec des chevaux, hein? Là, il disait non.
Voyons donc, des chevaux, c'est vivant, ça fait attention à tes plantes, ça comprend, ça apprend à travailler, ça laboure seul. C'est vrai, c'est vrai. L'hiver, je ne cultive pas, il faut que je nourrisse mes chevaux. Le tracteur, je l'éteins, quand je le mets là, je l'oublie. Puis quand j'arrive au printemps, je pars le tracteur, je sais qu'il faut que je le conduise un peu, je comprends. Mais il y a une durée de vie intéressante, il travaille méthodiquement plus, puis j'ai pas besoin de l'alimenter, de le penser, de le nourrir, puis le vétérinaire, je ne le vois pas souvent. Le mécanicien, qui a fait mon tracteur de régler. Il y a nécessairement certaines problématiques. Ce que vous allez comprendre à un moment donné, c'est qu'il y a des façons de cesser de perdre trop d'énergie. On en perd énormément pour rien. Prenons l'exemple. Combien de muscles présentement sont-ils contractés chez vous et qui ne servent pas à vous maintenir là? Il y a les muscles au niveau du système digestif, il y a les muscles au niveau de la tête, du cou, la langue, il y a un paquet de muscles dans le dos. Et la personne, ça va s'écraser à terre. Non, elle vient de relaxer tous les muscles. Il y a des muscles qui doivent servir, des muscles qui ne doivent pas servir régulièrement. On est debout pour attendre un métro, un autobus, on marche, énormément de muscles sont contractés pour absolument rien. Alors, on doit apprendre à diminuer la tension. C'est exactement comme si vous fonctionnez avec votre automobile, avec des ailes placées comme ça pour faire du bruit, pour accrocher le vent. Pas nécessairement, ça prend beaucoup d'essence. Puis à un moment donné, si on les place comme ça en prend moins. Si on élimine les ailes, ça en prend moins. Et de plus en plus, on fait des voitures aérodynamiques pour que ça prenne moins d'essence. Ça fait moins de bruit en même temps. C'est sûr que si on a besoin de bruit, ça coûte cher en essence. C'est une radio, mais... Supplément vitaminique. Deux façons de voir la chose. Imaginez s'il n'y en avait pas de supplément vitaminique. Là, vous voyez chialer. Mais là, on n'a pas trop, présentement, ce n'est pas intelligent d'être pris à prendre des suppléments vitaminiques. Mais ce n'est pas intelligent de chialer qu'on doit en prendre. Au moins, on peut en prendre, ce qui n'est pas mauvais. Par contre, l'alimentation, progressivement, vous allez voir qu'il y a une façon de manger qui va vous nourrir drôlement plus. Et c'est ça qu'on doit aller chercher. Vous pouvez mettre de l'essence et faire 2000 au gallon, mettre une autre sorte d'essence et faire 20 000 au gallon. C'est quand même déjà mieux. Il y a ce que l'on mange. On parlera, par exemple, d'aliments biologiques. Bon, ce sera une vache nourrie au grain, non pas nos hormones. Ce sera des poulets nourris au grain. Ce sera des aliments qui seraient engraissés avec des choses naturelles. C'est intéressant. Moi, ma mère m'a toujours dit que j'avais un défaut. C'est que je mangeais un repas et demi par jour. J'étais champion de l'Est du Canada en judo. Je faisais du sport en masse. Et je mangeais un repas et demi par jour. Puis pas un gros repas. Et elle trouvait toujours que j'étais insultant quand on m'invitait à manger quelque part, parce que je laissais toujours la moitié de l'assiette, m'en donnait trop. Puis je leur disais, non, j'ai plus faim, donnez-moi juste un petit peu. Non. Il n'y a rien à faire, quand je suis plein, moi je mange plus. Jusqu'à un moment donné où j'ai découvert c'était quoi ma maladie. C'est que moi je mange une pomme, puis je digère tout ce qui est nourrissant dedans, alors que les autres prennent 10 pommes pour avoir la même teneur alimentaire au niveau de ce qu'ils auront assimilé. Alors, c'est sûr que c'est intéressant de prendre des choses biologiques, de prendre des choses qui sont, etc. Ça va de soi. Mais maintenant, il faut aussi s'arranger pour absorber ce que ça nous amène. Et là, on a besoin de moins manger. Au niveau vital, c'est la même chose. L'énergie physique est essentielle uniquement parce qu'elle nous amène des formes, des minéraux, des protéines, des vitamines. Le minéral, la protéine, la vitamine sont des associations d'atomes et de molécules qui ont une onde de forme particulière. L'onde de forme est de l'énergie vitale, et c'est cette énergie vitale-là que vous avez besoin. Pas du support. Alors l'humain dit, comme il est mal fait, c'est niaiseux, j'ai besoin de fer, puis je le jette. Je prends la vitamine C, puis je l'élimine par l'urine. C'est niaiseux. On a besoin de tant de fer par jour. Si on le garderait, on serait réglé. Justement, on n'a pas besoin de fer. On n'a pas besoin de calcium. On n'a pas besoin de rien de ça. On a besoin de l'énergie qui est contenue dedans. Une fois qu'on l'a métabolisé, on rejette. Maintenant, l'énergie qui reste avec la forme, on n'en a plus besoin. Alors, on va rechercher des aliments. Mais si vitalement, vous apprenez à vous nourrir, puis à structurer votre corps vital, vous auriez encore de moins en moins besoin d'aller chercher de l'aliment. Et si astralement, vous ne tapez pas votre corps vital, on en revient encore à la substance du prochain PMC+, d'être une centrale d'énergie, être capable d'aller chercher suffisamment d'énergie, de la gérer suffisamment, pour effectivement en arriver à devoir de moins en moins être pris, à perdre de l'énergie pour aller chercher de l'énergie. Prendre l'énergie, digérer. Juste manger. C'est une vraie farce.
Ah, il a fait l'épicerie, l'autre. Cultivé, t'as encore bien pire. Est-ce que quelqu'un qui commence à vibrer un amour intelligent doit supporter un conjoint qui ne peut aimer que d'un amour astral et lui donner le bénéfice du doute pendant quelques années, même si ce couple où un est complètement évolué et l'autre n'a pas l'énergie pour le faire, n'est plus esthétique depuis longtemps ou même ne l'a jamais été? Pendant combien d'années doit-on donner à l'autre le bénéfice du doute? Je vais vous répondre comme votre mental veut que je réponde. Vous le saurez en temps et lieu. Oui, parce que c'est une question que la personne peut solutionner en oui ou en non. C'est son plan de vie, c'est ses énergies. C'est à elle de solutionner l'apparence de problème. Quelqu'un de transparent est-il totalement désinhibé? Est-ce qu'une intelligence qui a du cœur est désinhibée? Quelqu'un qui est totalement transparent est totalement désinhibé. Il pourra paraître froid pour certaines personnes, ça n'a rien à voir. Totalement désinhibé et effectivement, l'intelligence qui a du cœur est transparente et est totalement désinhibée. On ne parle pas de libération. On a fait une conférence assez longue là-dessus, on a fait un PMC+, sur la désinhibition. Il faut donc faire bien la nuance entre libérer et désinhiber. Par quel processus une personne ou une entité peut-elle effacer ou faire disparaître à distance un ou des sons avant que ceux-ci n'atteignent une oreille ou une cassette, et cela sans l'aide d'appareils? Il faut que cela soit plus rapide que le son. Est-ce magnétique, photonique, séraphique ou autre? Explique. Par ce processus, 100 personnes peuvent être assises dans une même salle et entendre physiquement des mots bien différents. C'est évident. Mais je ne veux pas trop expliquer. Le processus n'est pas, comme elle le dit, photonique ou etc. C'est différent, mais c'est utile. Juste brièvement, je me sers souvent de ce genre de procédé pour dire certaines choses à certaines personnes, donc c'est plus personnalisé. Mais on part du principe que vous habitez tous des planètes différentes. Et de ce fait, nécessairement, vous ne pouvez pas tous entendre ni comprendre les mêmes choses. Parce que tous les événements sont séparés. Vous êtes tous assis dans une salle avec une centaine de chaises et la salle, elle est vide, il y a une personne. Vous avez choisi la place que vous avez présentement parce que vous avez l'impression que les autres chaises sont occupées. Comme astralement, l'être humain est collectif, toutes les collectivités, les visions viennent se superposer, ce qui engendre l'impression très renforcée de la présence de tout le monde. Alors on aura la certitude de vivre sur une seule planète. On ne sent pas la même chose, on n'entend pas la même chose, on ne vit pas la même chose et tout est bien différent. Et en même temps, ça peut servir pour communiquer des choses plus personnalisées. Je trouve inintelligent d'avoir encore à faire des tâches répétitives comme lavage, repassage, préparer des repas, faire les commissions, faire le ménage et j'en passe. Car la liste est très longue. Que de perte d'énergie. Ce que je trouve encore plus inintelligent, c'est par exemple lorsqu'une personne de ton entourage échappe un gallon de peinture sur la galerie juste devant l'entrée. Tu vois le jeu de l'astral, tu ne sécrètes pas, mais il faut quand même que tu mettes de l'énergie à nettoyer cette connerie inécologique. Tu prends un rouleau? La puissance intelligentielle finira-t-elle par s'appliquer, car pour moi la vie est sans saveur. Bon. Ça fait partie, ça, de la vision d'une personne qui est très avancée dans la phase de transition. Et ce sont des dangers qui attendent la majorité de ceux qui vont transiter. Tout le monde n'aura pas à vivre le même processus. Donc, à un moment donné, pensez-vous pas évoluer parce que vous n'avez pas souffert. Oui? Simplifions les choses. Mais ça fait partie des phases de transition où, en observant la planète Terre, il n'y a que de l'absurdité. C'est évident parce qu'observer la planète Terre avec de la conscience, c'est nécessairement se payer le luxe d'une visite aux enfers. Sauf qu'on doit attendre pour avoir un peu plus de conscience, et ça va venir, et on va découvrir que l'enfer n'est pas aussi infernal qu'on le pensait, et que les choses vont commencer à changer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire des choses comme dans le passé, on a essayé d'expliquer, mais dans le passé, on plagiait. Ce qui fait que je vais juste l'expliquer brièvement, mais on ne peut pas le faire. Un jour, on le fera, mais pas parce qu'on aura voulu. Une personne me disait, c'est drôle, je comprends pas comment toi tu peux être propriétaire.
Juste à penser, Daniel Kiem avec une tondeuse à gazon pour couper son gazon. Et moi, je lui dis, c'est bizarre comment tu vois ça, parce que je sais qu'il y a certaines limites, je suis donc assujetti à certaines choses dans le contexte planétaire. Présentement, j'écris un livre avec un ordinateur. Je ne peux pas encore créer le livre. Et puis, de temps en temps, quand j'en ai ras-le-bol, ou quand l'intelligence, ou quand le contact, etc., ça ne veut pas me donner d'inspiration pour écrire, moi, je ne travaille pas, j'éteins tout, puis je m'en vais dehors. Je peux effectivement couper le gazon. Ça donne une raison à mon ego pour me faire sortir. Ça me fait faire de l'exercice physique, j'aime autant avoir un véhicule que de l'allure. Etc. C'est très, 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 très intéressant. Et si on dit oui, mais ce serait bien mieux s'il n'y aurait pas de commission à faire, pas de gazon à couper, pas de linge à laver, pas de rien. Et là, vous connaîtriez le plus puissant des ennuis du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore rendu à une connexion énergétique qui va faire en sorte qu'on pourra se payer le luxe d'être dans la vision du paradis. Quand l'humain va aller au ciel, il va passer l'éternité à rien faire. Il va être au paradis. Ne pensez pas qu'il y a des cinémas au paradis, dans la vision traditionnelle. On ne joue pas aux quilles, on ne joue pas aux cartes. Qu'est-ce qu'on fait au paradis? On n'a plus de souffrance, on n'a plus personne à voir, on est heureux. Qu'est-ce qu'on fait au paradis? Bien, l'humain, juste à y penser, il ne veut plus aller au paradis. C'est un bon purgatoire éternellement, là. Pas trop pire. Quelqu'un à haïr, quelqu'un à aimer, quelqu'un à regretter, quelqu'un à chercher, quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui on peut se remonter le moral ensemble. C'est des bons amis. Quand vous avez un bon ami, vous n'avez plus rien à vous dire. Plate, hein? On va aller, on va vous casser la gueule tous les deux, après ça, on va vous laisser chez vous. Là, ça a de quoi dire. Là, ça va être, là, la vie va être correcte, là. Vous allez pouvoir maudire quelqu'un, parler politique, parler température. Non, l'humain a besoin encore de travailler, l'humain a besoin d'être animé. Pourquoi? Parce que l'animation va faire en sorte que vous allez goûter à la vie, goûtant à la vie, vous allez goûter à de nouvelles choses. L'ego se frustre, la preuve. L'intelligence, elle instruit, elle observe, l'ego se sert de l'instruction pour découvrir que ce n'est pas intelligent. C'est vrai que ce ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore assez intelligent. Bon. Et à un moment donné, il n'y aura plus de problème. Sauf que la première chose qui va apparaître, c'est que vous allez découvrir une saveur totalement nouvelle à toutes les choses que vous semblez répéter. Répétez-les pas. Faites-les, mais ne les répétez pas. La journée que vous allez vous tanner de répéter, vous allez mourir. Je ne dis pas que la personne a tort, c'est totalement stupide. On est sur une planète stupide, puis on est stupidement pogné dessus. Alors, soyons pas aussi stupides que la planète, puis travaillons, mais continuons du moins à avancer pour en connaître tous les paramètres, toutes les facettes, toute la mécanique, puis on la changera, on va la parfaire. En attendant, rendez-vous jusque-là. La peinture en avant, etc., vous ne sécrétez pas, peut-être vous sécrétez un peu. Ça reste con, je sais que ça reste con. Resconisez. Vous allez vous servir de l'atmosphère, du prana, de l'énergie qui est autour de vous. On avance. Une chose qui est évidente, c'est que ça fait partie encore des lois archétypales de l'ère du poisson. On est encore dedans. Vous voulez plus être dedans, on est encore dedans. Peut-être vous allez dire, oui, mais moi je suis diplômé. Oui, mais vous n'avez pas encore reçu votre diplôme, il y a un délai. En attendant, mais on reste assujetti à des lois. Et ces lois-là, bien, on doit rester avec ces lois-là tout en continuant à nous parfaire, nous, malgré ces lois-là, pour finalement toucher d'autres lois. Et là, le galon de peinture, ce ne serait pas ouvert. On n'aurait pas tombé. La formule E égale MC2 est très relative. Elle n'est faite que pour un point de vue, celui de l'homme comme il est actuellement. Je pourrais dire E égale MS2, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse séraphique en accélération, et ainsi de suite dépendant de l'état d'être pour en arriver à E égale E, c'est-à-dire à de l'énergie pure sans masse ni vitesse. La conscience a-t-elle une masse ou peut-elle en avoir et ne plus en avoir? L'énergie pure est-elle consciente ou peut-elle l'être? Bon. La conscience n'a pas de masse, mais elle peut en avoir une, en se mémorisant. L'énergie pure est-elle consciente, ou la supra-énergie, ou peut-elle l'être? Elle n'a de conscience que si elle est capable d'englober tous les plans de la masse. Autrement dit, elle n'a de conscience que si elle est capable d'être conscientisée par un être humain.
l'être humain devient inconscient, la conscience devient consciente. Pour le reste, c'est évident. La vie éternelle est-elle synonyme d'énergie pure? Oui, mais ce n'est pas de la vie éternelle. C'est quelque chose, on pourrait dire, d'éternel. Et en réalité, c'est quelque chose qui est en dehors du temps, donc en dehors de l'éternité. Est-ce que la vie éternelle et la conscience seront là après la résorption totale de la création? Si on comprend ce que j'ai dit, il ne va rester que ça. Si les mots ne peuvent pas rejoindre la création, l'homme planétaire peut-il la rejoindre par autre chose comme par une vibration? C'est ce qui arrive. On parle surtout d'énergiopathie au niveau de la communication. À un moment donné, moi j'ai des choses que je ne dis pas, que des individus vont comprendre. À un moment donné, leur conscience va venir les informer. Mais astralement, ils vont juste savoir qu'ils savent, puis ils pourront rien savoir égoïquement. Alors encore une fois, l'individu, il ne faut pas qu'il se frustre trop. Je le sais, mais je ne peux pas rien faire avec ça. C'est évident, c'est énergétique. Les mots, c'est extraordinaire. Pas des animaux. Y a-t-il quelqu'un qui vibre ou qui rejoint d'une autre façon la création? Quand on parle de quelqu'un, il faudrait qu'on spécifie énormément. En termes de quelqu'un qui vibre ou qui rejoint d'une autre façon, il faudrait aussi qu'on sache de quelle façon. Présentement, il y a sur le contexte planétaire 3 façons de rejoindre la création avec 3 individus qui sont capables de vibrer la création. Quelles sont les 3 façons? 3 façons différentes. Ils sont tous énergétiques, mais c'est des saveurs totalement différentes. C'est que la différence entre le sucre et le sel, le goût, je ne peux pas t'expliquer. OK. Peut-il le communiquer à l'homme planétaire? Si oui, comment le fera-t-il? C'est en train d'être fait. Et c'est ça. On peut revenir, je peux revenir encore à... Ah, oui, celle-là, vas-y donc. Elle a fini la conférence. Alors, je la relis. Qui étaient les mages et l'étoile de Bethléem? On peut en reparler à peu près n'importe quand. Tu as une question sur le sujet de la journée? Non, vas-y avec celle-là. Bon, parfait. Les mages, c'était 3 personnages. Un mage, c'est un sorcier blanc. Les 3 rois mages étaient des réincarnations de personnages très huppés du passé. Les trois rois mages sont représentatifs de 3 races, en réalité de 3 époques. Ils sont représentatifs d'une partie atlantéenne finissante, d'une partie lémurienne réincarnée et d'une partie blanche. Les 3 rois mages sont la concaténation. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, tu m'as d'accord. Bon. En tout cas, bref. Vous regarderez ça dans le dictionnaire, vous allez voir. C'est un bon mot. On devrait faire comme ça, un nouveau mot par conférence. La concaténation, n'est-ce pas, des énergies... Qu'est-ce que ça veut dire, au moins? C'est ça veut dire, ce serait, vous regardez dans le dictionnaire, ils sont meilleurs que moi à faire des définitions. C'est on va dire l'agglomération particulière, comment on pourrait dire ça? Disons, bien simplifié, là, c'est le ramassage d'un paquet de morceaux d'une entité qui a éclaté à un moment donné, et on les a ramassés pour faire quelque chose, on les a écrasés un peu, on les a condensés. C'est pas un compacteur, mais vous regardez, ça ressemble, mais c'est pas ça. Et on les a donc, on a façonné des personnages, astrologues, mages, sorciers, avec des énergies qu'on appelait et qu'on va rappeler par la suite dragons, et on va envoyer 3 représentants majeurs humainement associés à 3 races différentes, de façon à ce que ces 3 personnages, donc en réalité la concaténation, la réunion particulière de ces événements, de ces 3 races, puissent se pointer comme témoins confirmatifs de la descente fusionnelle d'un personnage qui ésotériquement porte le nom de Michael. Alors ils vont venir. Il y a plusieurs étoiles de Bethléem pour les guider. La première étoile de Bethléem est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau extraterrestre extrêmement lumineux qui fait partie de la descente fusionnelle de Michael. C'est une lumière, quand on parle de vaisseau, là, ce n'est pas nécessairement de la tôle,
Mais c'est un vaisseau, un transport séraphique, qui contient Gabriel, qui contient différents autres mécaniques qui sont assujettis aux effusions michaéliennes et qui vont diriger les trois rois mages. Par contre, il y a aussi un mouvement planétaire important à l'époque, et astronomiquement parlant, on peut découvrir des mouvements planétaires relatifs à l'apparition d'une étoile dans le ciel. On sait que la majorité des structures physiques sont créées à partir d'atomes, de fer, de cuivre, etc., que la majorité des minéraux qu'on a sur la Terre et que vous avez dans votre corps physique n'existent pas dans le Soleil, et ce n'est créé que dans des fours thermiques extraordinairement puissants, en l'occurrence dans des supernovas en explosion. Et à l'époque, une supernova, c'est une grosse étoile qui éclate et qui devient plus lumineuse qu'une galaxie au complet. Et il y a eu aussi éclatement, explosion dans une autre galaxie d'une supernova qui était visible de jour comme de nuit à l'époque du Nazaréen. L'énergie envoyée par la supernova arrive sur le plan planétaire. Cela veut dire qu'après disons, 3 millions d'années-lumière de distance, la supernova a éclaté de 3 millions d'années. Bon, cette énergie, elle arrive là, elle va baigner le contexte planétaire et elle va créer une première descente supramentale, une forme de... C'est intéressant. Une forme... Bon, j'ai déjà parlé un peu de la neige supramentale, Robin en a parlé un peu, Mère aussi. C'est ce qui est arrivé à cette époque-là, surtout lors de la naissance du Nazaréen, c'est qu'il a neigé. Il a neigé d'une neige qui fond et qui ne mouille pas. Une neige qui tombe très lentement et qui est légèrement lumineuse. Et c'est exactement, on pourrait retrouver l'atmosphère exacte de minuit, le 25 décembre, à Noël. S'il neige très gros flocons, puis qu'il y a un éclairage particulier dehors, il y a une ambiance énergétique très calme, très sereine, etc. Et c'est quelque chose du genre qu'on va retrouver. Bon, alors l'étoile de Bethléem, c'est deux phénomènes mélangés. On ne parlera pas juste de Vénus, mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi des mouvements planétaires. C'est surtout ces deux phénomènes-là qui sont mélangés et qui ont une incidence immédiate sur le temps de l'apparition du Nazaréen. Voilà. Alors là-dessus, bonne semaine. Ceux qui sont intéressés au PMC+, je crois que c'est un temps pour économiser. Oui, c'est même de la dernière journée pour économiser. Et amusez-vous.